Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, Gunnar et moi allons rendre Xenius immortel, jusqu'à la fin des temps. Enfin, on va essayer. Vous croyez peut-être que nous allons sauvegarder l'émission sur DVD, disque dur ou clé USB? Pas du tout. Il y a mieux. Nous sommes ici en Autriche, dans une petite ville bien connue pour sa céramique. Eh bien, figurez-vous que la céramique peut également être un support de données à la longévité exceptionnelle. Avec l'inventeur de ce système, nous allons tenter de garder une trace de notre belle émission sur ce type de carreau d'argile. D'après lui, les supports de données numériques sont loin d'être fiables. C'est ce que nous allons voir. Quelle est effectivement la durée de vie de ces supports de stockage? Quelles sont les autres solutions? Est-ce qu'elles permettent vraiment de mettre à l'abri ce qui nous tient le plus à cœur, comme les photos de famille par exemple? On commence tout de suite par un petit test. Sarah est une grande passionnée de photographie. Et avec son smartphone, rien de plus simple. Elle prend des photos partout, en toutes circonstances, et les partage avec ses amis et sa famille. Une vie sans images serait tout simplement inimaginable pour elle. J'ai des milliers de photos. J'ai commencé à les accumuler quand j'étais petite. À l'époque, c'était encore en argentique. Aujourd'hui, j'ai 6000 photos sur mon smartphone. J'en fais tous les jours, pour mon plaisir et pour mon travail surtout. J'en fais parfois entre 500 et 1000 par jour. Donc c'est très important pour moi de pouvoir conserver celles que je préfère. Désormais, on ne range plus ses photos dans des boîtes à chaussures qui finissent au grenier. Elles sont stockées dans nos téléphones portables. Et à chaque fois qu'on partage une photo sur les réseaux sociaux, une copie est faite automatiquement. Mais comment être sûr que ces clichés seront conservés dans le temps? C'est la question que se pose Sandra. Aujourd'hui, elle va tester pour Xenius la résistance de différents supports de données numériques. Pour notre expérience, elle a sélectionné ses 30 photos préférées et les a copiées sur une clé USB, sur un DVD et sur un disque dur externe. Direction l'Institut Max Planck de physique extraterrestre, près de Munich. Sandra confie ses supports à Markus Plattner, ingénieur en électrotechnique. Sa mission à l'Institut est de développer et de tester des solutions pour l'archivage des données fournies par les satellites. Mais aujourd'hui, ce sont les objets apportés par Sandra qu'il va mettre au banc d'essai. Quelle sera la stabilité des systèmes de stockage face à différentes contraintes? Le pronostic de l'ingénieur: pour des produits comme ceux-ci qu'on trouve dans le commerce, on peut craindre que les matières plastiques ne soient détériorées au cours des tests, ou tout simplement leur capacité de stockage. Mais en fait, on n'en sait rien. Donc cette expérience est tout aussi intéressante pour nous. On va bien voir ce qui se passe. Les 3 supports vont être soumis à un test de résistance à la chaleur, au froid et au choc. L'idée est de restituer en accéléré les conditions de fonctionnement auxquelles ils peuvent être confrontés. Test numéro 1, résistance à la chaleur. C'est parti. On commence par faire monter la température jusqu'à 80 degrés. Une sonde la mesure en temps réel. Au bout d'un quart d'heure, la température voulue est atteinte. Résultat, En ouvrant, on sent l'odeur du plastique. Le DVD a l'air d'avoir pris un coup. Le disque dur aussi. les bords ont légèrement changé de couleur. Mais sinon, il a l'air en bon état. Test numéro 2, résistance au froid. Cette fois-ci, la température dans l'enceinte climatique va être abaissée à moins 30 degrés avec de l'azote. Au cours de leur utilisation, ces objets sont soumis à de fortes variations de température. En été, nous laissons nos CD dans des voitures surchauffées, par exemple. Ou à l'inverse, en hiver, ils sont exposés à des températures très basses.
Quel effet le froid extrême de l'enceinte climatique a-t-il eu sur les supports de stockage? Le disque dur, Il est bien gelé. comme s'il avait été laissé dehors en plein hiver. La clé USB, Il y a un peu de givre. bien sûr, il va falloir attendre un peu avant de réutiliser le disque dur externe. Il faut le laisser reposer à température ambiante pour que l'humidité s'évapore. On va attendre un peu, ça devrait suffire. Je pense qu'il fonctionnera encore, mais ce n'est pas sûr. Que sont devenues les photos? Verdict dans quelques minutes. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, nous allons découvrir une nouvelle méthode de stockage avec un matériau qui ne date pas d'hier, original. Et pour nous éclairer, nous avons heureusement avec nous Martin Kunze. Martin, vous êtes artiste céramiste et vous êtes à l'origine d'un projet ambitieux qui s'appelle Memory of Mankind, en abrégé MOM. Vous avez eu l'idée de conserver des instantanés de l'époque actuelle en les gravant sur de la céramique. Ça me fait un peu penser aux poteries qu'on découvre lors de fouilles archéologiques. C'est ça que vous avez voulu faire? Des vestiges pour les générations à venir? En tout cas, on a remarqué que la céramique est incroyablement résistante aux effets du temps. Les tablettes cunéiformes des plus anciens habitants de Mésopotamie ont au moins 4000 ans. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on retrouve ma trace dans 4000 ans. Tout à fait. Et la première étape du processus, c'est ce document avec des photos de nous et un petit texte. C'est une sorte de film, un papier assez souple, avec ce qu'on aimerait transmettre à la postérité. Qu'est-ce que c'est comme matériau exactement ? C'est un papier avec un revêtement spécial, adapté à l'impression d'encre céramique. C'est un peu le même principe qu'une imprimante laser, sauf qu'on utilise de l'encre fabriquée à partir de céramique. Ensuite, on applique le film sur la céramique, comme une décalcomanie. Ah oui, comme les tatouages pour enfants. Exactement, il faut d'abord le tremper dans l'eau. Mais pourquoi faire tout ça? On pourrait très bien sauvegarder ce document sur une clé USB et la mettre à l'abri. Ça ne vous inspire pas confiance? C'est vrai que le stockage numérique est très pratique et permet d'avoir accès aux données facilement. Mais si on veut conserver des informations pendant 100 ou 1000 ans, on peut oublier ce type de support. On sera incapable d'accéder aux données qu'il contient. Et d'ailleurs, les appareils de lecture adaptés n'existeront plus. Mais ce que nous avons mis sur ce film, ce n'est pas grand-chose. Un petit texte et 4 photos. On ne peut pas stocker plus ? Effectivement, avec ce procédé, on ne peut pas stocker plus de 50 000 signes environ. C'est très limité. C'est pour ça que nous avons poursuivi nos recherches et développé une sorte de microfilm céramique. À quoi ça ressemble? C'est une céramique extrêmement fine. Tenez, en voilà une. On voit qu'il y a quelque chose de gravé dessus. C'est tout petit. Regarde. C'est écrit en anglais. Ce sont des informations sur les stocks de déchets radioactifs suédois. Et combien d'informations peut contenir ce petit bout d'argile? L'équivalent de 5 livres de 400 pages. Ou pour faire simple, toutes les aventures d'Harry Potter rentreraient sur 2 petites plaquettes. Impressionnant. Tous les tomes? Oui, tous. Je crois que c'est bon là. Oui, prenez-le. La surface imprimée se décolle un peu. Vous allez pouvoir retirer le papier tout en douceur. Je tiens les bords. Oui, fais ça, mais je dois aussi les tenir. C'est bon. Fais attention à nous. Je fais très attention à nous. L'image s'est un peu éclaircie. Un petit coup de rouleau sur mon visage et sur ton ventre, Gunnar. Voilà. On va ranger ça dans le séchoir qui servira aussi tout à l'heure pour la cuisson des tablettes. Et à quelle température se fait la cuisson? Autour de 1000 degrés pour arriver au point de fusion. C'est grâce à ce traitement qu'elles deviennent ensuite résistantes à la chaleur, mais aussi au gel et aux produits chimiques avec lesquels elles pourraient entrer en contact, ou à de très fortes pressions. C'est comme ça qu'on obtient un support d'information qui est réellement durable. On touche du doigt l'éternité. Mais Martin Kunze n'est pas le seul à se méfier des supports numériques. D'autres ont décidé de miser sur un autre dispositif qui a fait ses preuves afin d'assurer la transmission de l'héritage culturel du pays aux générations futures. Voyons ça. Au cœur de la forêt noire, près de Fribourg, se trouve un lieu unique en son genre. La mine désaffectée de Sainte-Barbe, le Barbarastollen. Le site a été reconverti en centre d'archivage de très longue durée.
Dans ces conteneurs en acier inoxydable sont stockés les documents les plus précieux de l'histoire allemande, sauvegardés sur microfilm. Lothar Porwisch, de l'Office fédéral de la protection civile et de la gestion des catastrophes, supervise les opérations de stockage. C'est la mémoire culturelle de l'Allemagne qui est entre ses mains. Pendant la guerre froide, la localisation de cet entrepôt était classée secret défense. Même actuellement, le nombre de personnes qui peuvent y accéder est très restreint. Le chargement pénètre jusqu'à 400 mètres à l'intérieur de la montagne. Les galeries sont truffées de détecteurs de mouvement et de caméras. Et voilà le saint des saints, l'entrepôt de stockage. Les portes de la chambre forte sont protégées par un code à 13 chiffres, qui n'est connu que d'une poignée d'employés. On n'a pas vraiment peur des vols, parce que les microfilms en eux-mêmes n'ont aucune valeur. Ce sont des copies des pièces originales. Mais nous avons quand même toute une batterie de mesures de sécurité, comme cette porte blindée que vous avez vue. Elle est conçue pour protéger les conteneurs en cas d'explosion. Depuis 1975, l'Allemagne entrepose ici des témoignages de son histoire, comme la charte du couronnement d'Othon Ier, des manuscrits d'Hermann Hesse ou le traité d'unification de l'Allemagne. En tout, ce sont plus de 30 000 kilomètres de microfilms qui reposent ici, sous vide, dans 1500 conteneurs. La température y est constante, 10 degrés, été comme hiver. Chaque année, nous choisissons 10 conteneurs au hasard, puis nous les ouvrons pour vérifier l'état de conservation des films. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu le moindre signe de dégradation. Le milliardième microfilm a été stocké le 3 octobre 2016, jour de la fête nationale. Il s'agissait de la première édition de la loi fondamentale allemande. Elle sera à l'abri pendant des siècles, avec des milliers d'autres documents, ici, dans cette montagne, au cœur de la forêt noire. Nous sommes de retour en Autriche, dans la région de Salzbourg. Tout au fond de cette vallée, il y a la ville de Hallstatt, sur le bord du lac, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et derrière nous, voilà la montagne dans laquelle nous allons entreposer notre tablette d'argile dans une ancienne mine de sel. Oups, c'est un peu raide. Ça va? Attends, passe-la moi plutôt. Oui, tiens. C'est plus prudent. Oui, c'est sûr. Pourquoi avoir choisi cet endroit? À cause des bonnes conditions géologiques qui garantissent la longévité du site. On sait que l'exploitation du sel y a commencé il y a 7000 ans. Et quelles sont ces conditions géologiques? Le sel et l'argile vont produire une fine pellicule qui va recouvrir notre tablette, un peu comme si on l'avait plastifiée. C'est incroyable. Et pendant combien de temps sera-t-elle protégée? Des millions d'années probablement, ou jusqu'à ce que quelqu'un la mette au jour. Mais est-ce qu'elle ne risque pas de s'abîmer en cas d'éboulement? Non, aucune chance. Même s'il y avait une couche de 5 km de glace dessus, elle ne bougerait pas. Bon, en tout cas, nous voilà arrivés du bon côté pour prendre le petit train qui va nous emmener à l'intérieur de la montagne. Mais avant de s'y engouffrer pour déposer notre précieuse tablette, on vous propose un petit détour par la Grande-Bretagne. Là-bas, des chercheurs explorent une autre possibilité de stockage pérenne d'informations. On vous laisse découvrir ça. C'est ici, en Angleterre, à 30 km au sud de Cambridge, qu'on prépare le futur du stockage de données.
Nick Goldman, de l'Institut européen de bioinformatique, a conscience lui aussi que les supports actuels ne résistent pas à l'épreuve du temps. Il a donc cherché un matériau qui pourrait régler ce problème. Sa solution n'est ni numérique, ni analogique, mais biologique, l'ADN. Démonstration avec 4 documents. Nick Goldman va stocker sur un brin d'ADN une photo de son institut, un article traitant de génétique, le célèbre discours de Martin Luther King en format vidéo et tous les sonnets de Shakespeare. Mais comment en est-il venu à cette idée ? L'idée est née dans le bar d'un hôtel à Hambourg, où nous assistions à une conférence avec mon collègue Ewan Burney. Nous nous demandions comment archiver les grandes quantités de données génétiques amassées par notre institut et le prix que ça coûterait. Autour d'une bonne bière, nous avons dit tout ce qui nous passait par la tête. Nous avons passé en revue différentes possibilités de stockage, les moins chères possibles. Et celle-ci, qui était plutôt une plaisanterie au départ, a émergé. Nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement utiliser l'ADN comme support de stockage ? Pour stocker des médias numériques dans une molécule biologique, il faut d'abord trouver une clé qui permette de passer d'un code à l'autre. Du code en 0 et 1 pour le système binaire informatique, en base A, C, T et G pour la génétique. C'est une simple clé de conversion. Une fois qu'on a cette clé, les données peuvent être transformées en milliers de combinaisons d'ADN possibles. Et c'est ainsi qu'on obtient un support de stockage. La photo, l'article, le discours et les sonnets de Shakespeare sont convertis et stockés sous forme d'ADN. L'ADN est minuscule, donc on peut stocker de très grandes quantités d'informations dans un volume extrêmement réduit. Et puis, on peut se dire qu'il y aura toujours des appareils qui permettront de décoder l'ADN. La technologie va continuer d'évoluer, certes. On développe régulièrement de nouvelles solutions dans le cadre médical. Mais le matériau reste le même, et on aura toujours besoin de pouvoir le décoder. Suite de l'expérience, Nick Goldman envoie le fragment d'ADN à un collègue généticien, Vladimir Beneš, qui est à Heidelberg en Allemagne. Ce dernier va essayer de l'ouvrir pour accéder aux données. C'est une opération compliquée. L'ADN doit être préparé, c'est-à-dire qu'il faut en trier les brins microscopiques. Au laboratoire de biologie moléculaire de Heidelberg, Vladimir Beneš met 2 semaines pour décoder les 4 documents que Nick Goldman lui a confiés. Difficile pour le moment d'imaginer un usage domestique à grande échelle, d'autant plus que cette opération reste pour l'instant extrêmement coûteuse. La production d'ADN de synthèse doit devenir plus rapide et moins chère, 1000 ou 10 000 fois moins cher qu'aujourd'hui. Ça peut paraître insurmontable, mais il faut avoir à l'esprit que dans notre secteur de recherche, de très grands progrès peuvent être accomplis très rapidement. En théorie, on pourrait stocker l'ensemble des connaissances mondiales disponibles en format numérique dans un brin d'ADN. Et ça ne prendrait que quelques mètres carrés. La précarité racontée, une approche autobiographique de la négociation entre le travail et la vie. Je suis bien contente d'avoir fini mes études, moi. Comment on sélectionne les documents qui sont stockés ici? Nous avons défini 3 catégories.
Le contenu dit généraliste, le contenu spécial, en général un contenu universitaire, et la dernière, le contenu privé, des poèmes, des souvenirs. Le contenu généraliste doit refléter une image de notre époque. Ce n'est pas évident de faire le tri. Effectivement, c'est un gros travail. On ne peut pas tout faire au cas par cas. Du coup, nous avons réfléchi à un procédé de sélection automatisé. Par exemple, pour les journaux, nous avons demandé aux principaux quotidiens de nous envoyer uniquement les articles qui font la une. Ça fait beaucoup de tablettes. Ce sont des microfilms céramiques plutôt. Mais oui, ça en fait pas mal. C'est assez laborieux. Mais vous n'êtes pas le seul à choisir, j'imagine. Non, bien sûr, je ne suis pas le seul à choisir. Nous avons un comité avec des spécialistes de chaque domaine qui décident de ce qui va être archivé. D'accord. Et maintenant, c'est à nous. Nous allons être archivés ici. Pas mal, non? Oui. Si on m'avait dit ça. Allez, on va ranger Caro et Gunnar. Salut. Ça fait drôle. C'était assez solennel. Oui, je crois. Notre tablette en céramique va reposer ici de très nombreuses années, sans se dégrader. Mais revenons aux supports classiques comme les clés USB, les disques durs et les DVD. Est-ce qu'ils ne valent quand même pas mieux que leur réputation? Au début de l'émission, nous les avons soumis à des tests de température extrême. Voyons maintenant les résultats. On va voir maintenant si on peut récupérer vos photos. Oh, mais ça m'a l'air pas mal du tout. On peut ouvrir les dossiers et il y a plein de photos. Oui, elles ont l'air en bon état. Le DVD qui contient les photos préférées de Sandra a tenu bon. La clé USB aussi. Les photos sont toujours accessibles. Même le disque dur, qui est a priori plus fragile, semble en bon état. Comme il a la plus grande capacité de stockage, on peut dire que c'est le support le plus performant, devant la clé USB et le DVD. Nous avons testé leur réaction à des températures chaudes et froides et on a constaté que les dommages étaient limités. Mais en général, les appareils électroniques sont surtout sensibles aux changements brusques de température, au passage du chaud au froid. Nous allons maintenant voir si le disque dur résiste au choc. En le faisant tomber d'une hauteur d'à peu près 1,50 m, on s'approche le plus possible des petits accidents de la vie quotidienne. On entend quelque chose? Non. On va le brancher pour voir. L'ordinateur reconnaît le disque dur. On peut ouvrir les dossiers et voir les photos. Tout a l'air de fonctionner. On remarque quand même que les vibrations ont augmenté. C'est probablement le moteur qui a pris un coup. Ça n'a l'air de rien, mais ce genre de choc a probablement réduit de beaucoup la durée de vie de votre appareil. Pour l'instant, il fonctionne, mais à votre place, je me dépêcherai quand même de sauvegarder les données sur un autre support. Celui-ci ne va pas tarder à rendre l'âme. Pour ne pas perdre vos photos, pensez donc à respecter quelques règles. Faites plusieurs sauvegardes, une sur votre ordinateur et 2 sur des disques durs externes. On en trouve actuellement à moins de 100 €. Faites-le aussi pour les photos sur votre tablette ou votre smartphone. Bien sûr, il reste aussi la solution du bon vieil album photo. Notre test a donc montré que les supports de stockage numérique sont finalement assez résistants. Peut-être pas pour constituer des archives éternelles, mais au moins pour conserver un temps quelques souvenirs. Et voilà, c'est fait. Les informations essentielles sur notre émission sont maintenant stockées pour l'éternité dans cette montagne autrichienne. Et pour ceux qui voudront peut-être les retrouver dans quelques milliers d'années, il y a ce médaillon qui explique où elles se trouvent. Ce schéma montre des coordonnées géographiques, nous sommes ici, et tout en bas, il y a la mention MOM.
Pour une localisation encore plus précise, il faut regarder derrière. On distingue les contours du lac de Hallstatt ainsi que le schéma d'un cristal de sel. Bon, avec tout ça, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire de toutes les photos que nous avons prises ici, devant ce décor somptueux classé au patrimoine mondial de l'humanité. Moi, ce que je propose, c'est de faire un magnifique album photo. Non, 2. Ah bon? Tu veux dire qu'il faudrait que j'en fasse un pour toi? Bon d'accord, à la prochaine. Merci. C'est bien parce que c'est toi. Et parce que tu vas prendre une belle photo de moi. Bien sûr, prends la pause.